compléter ou combler les déficits et pour pouvoir continuer à manger, les dirigeants de l'Afrique centrale, et particulièrement ceux de la CEMAC, n'ont qu'une seule solution. Étrangler le bas peuple. Et particulièrement au Cameroun, où les salaires sont terriblement bas, où l'inflation est élevée. 2025, c'est encore une année qui sera plus que difficile. Lui, Paul Motazé, le neveu de Paul Biya, est chargé d'étrangler le peuple. Paul Biya nous a habitués à une chose, serrez vos ceintures. On n'a même plus de ceinture, on a juste les cordes. Maintenant, ce sera serrer vos coups, puisque ce sera la pendaison. C'est du braquage total. Et pourtant, regardez le Cameroun. Combien de multinationales sont au Cameroun? Pour les matières premières. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nos dirigeants sont encore en complicité avec ces multinationales pour ne pas payer les impôts. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que les multinationales qui exercent au Cameroun, et ce n'est pas moi qui le dis, réalisent les bénéfices de 506 milliards. 506 milliards. Les sources viennent de Tax Justice Network, Global Alliance for Tax et Public Service International. 506 milliards que les multinationales réalisent au Cameroun. Et cet argent, on ne paye pas, c'est-à-dire que ils viennent juste au Cameroun comme ça. Et les comptes sont chez eux. On verse directement cet argent à l'étranger. Pas au Cameroun. Aucune multinationale n'est payée au Cameroun. C'est à peu près comme si on vous dit que je travaille en France et on me paye au Cameroun. Je réclame plutôt mes impôts seulement au Cameroun. Je réclame mes salaires au Cameroun. Et c'est là-bas où je... C'est hallucinant. Les multinationales. Alors, selon ces organisations, ça fait une évasion fiscale annuelle de 167 milliards. 167 milliards. Vous croyez que nos dirigeants nous aiment? Parce qu'ils négocient avec ces entreprises-là. Donnez-nous notre part, on met dans nos poches, on s'occupe de nos enfants, on vient acheter les maisons chez vous. On vient ouvrir des comptes bancaires chez vous. Voilà comment notre argent quitte l'Afrique centrale, ou plutôt quitte le Cameroun. Pour revenir ici, ce n'est pas qu'il nous manque de l'argent. C'est que nos dirigeants sont extrêmement méchants. Tous, ou pratiquement, à 97%, ils participent à cette évasion fiscale.
D'ailleurs, quand on parle de pétrole, on vous a dit que c'est 700 milliards, que c'est 500 milliards, que ça rapporte cette année. Le problème est que l'argent du pétrole est géré par Paul Biya, Moutiki, Ngongo Kelo PCA, puis Chantal Biya et son amie, Madame Moutiki Nathalie. Aucun Camerounais ne sait comment est géré notre argent du pétrole. C'est dans des caisses noires. Comment se peut-il que le pétrole développe la Guinée équatoriale, le pétrole développe le Gabon, le pétrole développe tous les pays, mais au Cameroun, on ne voit pas à quoi sert l'argent du pétrole. Plus grave, on se rend donc compte, comme d'ailleurs l'affaire de l'Albatros, avec le gangster de Yves-Michel Fosso, dont je vais revenir sur le dossier, les dossiers bientôt. On se rend compte que lorsqu'il fallait acheter l'Albatros, c'était l'argent de la SNH qu'on a sorti alors que le FMI disait à Paul Biya de faire des économies et de déclarer l'argent du pétrole. On était en train d'aller nous endetter, mais Paul Biya avait quand même réussi à sortir des milliards et des milliards pour un avion qui n'a volé qu'un jour, un seul jour, l'Albatros. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit, ils nous disent, oh, le pétrole, ça a baissé, ça fait ceci. Mais est-ce qu'on nous dit souvent quand ça augmente? Est-ce qu'on nous dit même exactement combien de tonnes de pétrole le Cameroun produit? Ils nous disent, selon leur volonté, ils inventent un chiffre, et nous aussi on est obligé d'accepter. Mais en réalité, ce chiffre, selon les spécialistes, n'est que de l'enfumage. C'est de la poudre qu'on nous met, c'est un voile opaque qu'on nous met au niveau des yeux. La réalité, c'est que le pétrole, c'est la propriété de Biya. Et quand c'est la propriété de Biya, eh bien, il divise l'argent du pétrole par deux. Il vous dit, voici une partie, et l'autre partie, c'est pour moi. De toutes les façons, ce n'est pas moi qui le dis. C'est quelqu'un qui me paraît souvent très cohérent et qui a des analyses très pointilleuses lorsqu'il fait une sortie. Valère Bessala essaie justement de nous parler de cet argent du pétrole que Paul Biya détourne sans déclarer. Voilà quelqu'un qui n'a jamais déclaré son propre salaire. Mais on demande aux pauvres de déclarer leur salaire, leurs impôts. Paul Biya n'a jamais déclaré son salaire conformément à l'article 66. Moutassé n'a jamais déclaré. Personne n'a jamais déclaré. Regardez l'argent du pétrole. Écoutez Valère Bessala. Oui, le président a finalement cédé pour moitié des exigences. C'est-à-dire que c'est la moitié des revenus du pétrole que l'on envoie dans les caisses, dans le trésor public. Ça veut dire que chaque année, quand vous regardez la structure du budget de l'État, et qu'on vous dira par exemple que le pétrole, la SNH a déclaré pour le trésor public 1500 milliards de contributions au budget, sachez qu'il y a eu le double. Sachez qu'ils en ont eu pour le double. Alors la question c'est celle-ci. Où est la moitié, l'autre moitié? Que fait l'État? Que fait Paul Biya et ses amis du gouvernement avec l'autre moitié des revenus du budget du carburant? Depuis, je me situe seulement en 2003. C'est-à-dire à la reversée de cette moitié-là dans le budget de l'État. C'est-à-dire dans le trésor, la moitié, hein, la moitié. Alors je me pose la question, parce que quand il dit 1000 milliards, c'est beaucoup.
Alors, les autres 1000 milliards et 1500 milliards de chaque année, depuis 20 ans, qu'est-ce que Biya en a fait avec ses amis? C'est ça le véritable souci, madame. Parce qu'il faut faire attention. Dans la comptabilité publique, nous savons ce que la SNH reverse aux finances, puisque c'est dans les budgets. Mais l'autre moitié là, qu'est-ce qu'ils en ont fait jusqu'à aujourd'hui? Je vous dis une chose. Le pan de la Sonara qu'on a brûlé, qui a été incendié par la France, et justement a coûté près de 600 milliards à l'État. 600 milliards seulement. Seulement. C'est-à-dire c'est le pan qui devait permettre au Cameroun de ne plus exporter son pétrole brut afin d'en acheter un pétrole léger pour la consommation domestique, c'est-à-dire de raffiner localement notre propre pétrole brut. Afin qu'on tue tous les réseaux des armateurs, des intermédiaires et des traders qui sont au milieu et qui se sucrent sur la vente et le rachat du pétrole pour le Cameroun. Vous comprenez ce que je dis? Non, ne me coupez pas, madame. Non, c'est votre question. Je suis dans votre question, madame. Alors, ce que je dis, c'est... Attendez, j'ai dû... Ouais. Oh là là. Veuillez m'excuser. Oui, on y va. Ceci. Si ça a coûté donc 500 milliards et on a mis le feu, alors si je calcule 1500 milliards en moyenne, je mets même 1000 milliards en moyenne qu'ils mettent dans le noir depuis 20 ans. Madame, nous sommes à 20 000 milliards que le pétrole a généré dans le noir pour le Cameroun de Paul Biya, pour les amis de Paul Biya lui-même. C'est-à-dire le pétrole, les fonds du pétrole hors budget. Vous comprenez? 20 000 milliards. Dites-moi, nous savons tous que la SNH a des comptes offshore. Dans tout le monde entier, nous le savons, que ce soit en Suisse, que ce soit dans les Bahamas, que ce soit partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent jusqu'à aujourd'hui? Vous avez entendu les affaires Glencore. Les affaires Glencore où les gens vous disent qu'ils amenaient des mallettes d'argent, de cash, aux membres du gouvernement et aux gestionnaires du pétrole camerounais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'argent du pétrole aujourd'hui, l'autre partie de l'argent du pétrole qui n'est pas déclaré dans le budget de l'État est utilisé à des fins autres. Pourquoi Biya nous fait ça? 1000 milliards, c'est rien du tout. Et quand je dis 1000 milliards, c'est rien du tout, je trouve encore de la méchanceté. Pourquoi? Parce qu'en fait, madame, rassurez-vous que le prix du pétrole, quand le Camerounais voit 840 francs sur le super, oui, c'est qu'en fait l'État a au moins 28 postes de taxes dans la structure de ce prix. 28 taxes. Vous comprenez, madame? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Biya, il vous dit 840 francs, mais en fait, ses amis et lui prennent environ 400 à 500 francs dans le prix du carburant, du super. Vous comprenez, madame, ce que je dis? Ça veut dire ceci. Ça veut dire que il nous fait penser qu'en fait, il est difficile pour lui de gérer aujourd'hui le pétrole au Cameroun parce qu'il met une subvention. En fait, c'est qu'il est en train de donner d'une main, c'est-à-dire, et de reprendre une autre à travers les taxes. Alors, je sors, madame. Je sors, madame. Vraiment, il faut lire, madame. Ouais. Ces genres de questions, je ne les aime pas parce que quand vous nous donnez un sujet, ça suppose que vous avez fait le contour. Vous avez fait le contour. Alors, je vais terminer en disant que aujourd'hui, la question de Sonara 2010, je l'ai évoquée ici il y a peut-être 3 semaines avec M. Motouk. Biya a préféré mettre M. Motouk en prison. Alors que c'est M. Motouk qui avait engagé à son arrivée en 2002 le Sonara 2010. C'est-à-dire qu'il faut absolument que nous raffinions notre pétrole. Ceux justement qui sont dans la chaîne de bénéfices du rachat et de la vente à l'international du pétrole camerounais ont monté un dossier contre Motouk et l'ont fait mettre en prison parce que Motouk a été tombé sur le poteau rose contre les rétrocommissions. Donc aujourd'hui, M. Biya ne peut pas venir nous dire que en fait, ce qu'il fait là, c'est ce qu'il devrait faire. Nous attendons plutôt de lui qu'il mette la main sur ces réseaux-là, que ce soit les réseaux de corruption, que ce soit les réseaux de Bakchich, les réseaux de rétrocommission, qui pompent les caisses de l'État. Paul Biya ne peut donc pas se couper la main, puisque lui-même il fait partie de ces réseaux de corruption, puisque lui-même également a des comptes offshore, puisque son épouse également, qui ne travaille pas, a des appartements un peu partout. Comment fait-elle pour acheter cela alors qu'elle n'a jamais déclaré ses biens? Elle n'a jamais déclaré son salaire, qu'on demande aux pauvres Camerounais d'aller déclarer. Est-ce que Chantal Biya a donc déclaré, ou bien les épouses de notre Premier ministre polygame ont déjà déclaré leurs biens? Non. On demande à nos mamans qui sont en brousse ou encore à ces BNC-là qui sèchent au soleil de déclarer leurs biens alors que le pétrole est un bien commun. Ce n'est pas la propriété de Biya.
Mais pire, c'est quoi? C'est que le Cameroun a même encore aujourd'hui ce que l'on appelle la diaspora. La diaspora camerounaise envoie un peu d'argent. Et d'ailleurs, c'est Paul Biya qui a demandé à la diaspora de venir investir. Pendant qu'ils prennent de l'argent au Cameroun pour l'évasion fiscale, la diaspora, même pendant les fêtes, oh, envoie-moi Western Union, oh, fais-moi Momo, oh, fais-moi ceci et cela, oh, les enfants n'ont pas mangé, oh, l'oncle est mort, oh, ceci et cela. Le même Paul Biya a donc demandé à cette diaspora d'aller investir au pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous prenez votre argent pour aller investir dans ce pays-là. Mais dès le port de Douala, vous êtes déjà ruiné. On vous bloque. Les impôts vous poursuivent. Aujourd'hui, combien de Camerounais sont en train d'aller investir au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans des pays même voisins? Parce que la corruption rampante a fait que même les étrangers fuient notre pays. Paul Biya a maintenu ce réseau de corruption. Et ce réseau de corruption dans l'impunité est déjà même aussi dénoncé, vous vous rendez compte, par Interpol. L'évasion fiscale du Cameroun, qui participe aussi au blanchiment d'argent qui a fait que notre pays soit placé dans la liste noire du Gavi, fait qu'aujourd'hui le Cameroun soit considéré comme un État voyou. Est-ce qu'un pays peut fonctionner s'il n'y a pas les investisseurs? Est-ce qu'un pays peut fonctionner si la diaspora ne vient pas créer des emplois puisque l'État du Cameroun n'en crée pas? Aujourd'hui, parlons justement de l'évasion fiscale. C'est un dossier d'Interpol qui d'ailleurs donne une alerte à l'ambassadeur du Cameroun à Paris sur les méthodes qui sont employées au pays et qui sont en train de ruiner tout espoir d'un développement. Je vais vous dire ceci. Ça, c'est une note des services de renseignement. République du Cameroun, présidence de la République, délégation générale à la sûreté nationale, poste de liaison de la DGSN, près Interpol, Lyon, numéro 000 26 DGSN ceci et cela, ainsi de suite. Note à l'attention de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France. Corruption rampante, objet, corruption rampante dans les services de douane au Cameroun lors des démarches de dédouanement des marchandises. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour votre haute information et haute fin qu'il appartiendra, j'ai le respectueux honneur de vous faire connaître que, donnant suite à vos consignes, me prescrivant de rendre compte de tout fait digne d'intérêt en lien avec la communauté camerounaise basée à Lyon et, en ma qualité d'officier de renseignement criminel au sein du centre d'Interpol de lutte contre les crimes financiers et la corruption et chef de poste de liaison du Cameroun à Interpol, j'ai eu à organiser, à la suite de leur complainte, 2 séances de travail avec 4 citoyens camerounais, tous responsables d'entreprises agissant dans l'import-export et basés sur la place de Lyon en France. En cœur, les intéressés dénoncent des pressions multiples
et une insupportable corruption rampante par les services de douane au Cameroun. Par crainte de représailles, ils ont requis l'anonymat, étant entendu que cette activité représente leur gagne-pain en France, avec des entreprises légalement établies, paient localement leurs taxes et emploient des dizaines de personnes en France et au Cameroun. Les dénonciateurs, pour certains établis en France depuis des décennies, invoquent qu'accueillant favorablement l'appel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, lors de ses récents discours à la nation, appelant les Camerounais de la diaspora à venir participer au développement du pays, ils ont entrepris, dans un élan patriotique, de se lancer dans diverses affaires et projets d'investissement au Cameroun. Ainsi, dans cette dynamique, certains exporteront des biens pour leurs besoins d'installation, tandis que d'autres ont décidé de se lancer dans la commercialisation des biens et services par import-export. Toutefois, l'amer constat est qu'ils se sont vite heurtés aux multiples tracasseries et les désagréments liés à une corruption indicible dans les deux ports de Douala et Kribi, destinataires de leurs conteneurs, ce qui a tout fait de casser leur élan, voire de paralyser leurs activités. Une seule administration est pointée du doigt ici: les fonctionnaires de douane et les différents postes de service érigés en comptoir de raquettes, de rançonnement et de corruption flagrante. Des pratiques qui entraînent malheureusement des conséquences fâcheuses en termes de temps, durée de procédure et des coûts financiers. Il convient en effet de relever que dans leurs activités, les chefs d'entreprise sus-évoqués signent souvent des contrats de livraison des conteneurs avec des clients pour une durée de livraison bien précise. Livraison tardive et périssement des biens qui leur vaut régulièrement des contentieux et des pertes financières conséquentes. Si les intéressés reconnaissent la bonne foi manifeste des autorités camerounaises, manifestée par les diverses mesures d'assainissement qui sont prises, force est de constater que la corruption rampante, ci-dessus décriée, sape toute idée d'investissement et les appels au développement des dirigeants camerounais. Les récriminations consignées parlent d'une double taxation lors du dédouanement des marchandises aux deux ports de Douala et Kribi et indexent particulièrement les inspections, la validation des opérations, etc. Puis, les agents de la fameuse brigade de Mbankomo, les agents de la fameuse brigade de Mbankomo, je reprends, les agents de la fameuse brigade de Mbankomo, qui, une fois qu'on a passé l'enfer de Douala ou Kribi, se livrent à une nouvelle évaluation et de nouvelles prétentions et taxes déjà payées en amont. Et si vous réussissez à passer ce comptoir de ripoux, il vous restera toujours à vous heurter aux agents chargés du dépotage qui viennent prélever leur part avant de vous livrer à la brigade mobile du quartier Coron à Yaoundé, qui va parachever le sale boulot. En conséquence, pour dédouaner des marchandises provenant de l'étranger, vous devez prévoir des frais officiels de douane et un bon pactole, des enveloppes à distribuer à ces impitoyables et irréductibles douaniers. En guise de suggestion, les uns et les autres, à l'unanimité, veulent bien payer et tout payer, mais aimeraient que cela soit fait dans une espèce de guichet unique, comme dans divers ports du monde entier,
afin de payer d'un coup le juste dû, à garantir la célérité des opérations et surtout à sécuriser les précieuses recettes financières recherchées et vitales aux besoins de l'État. Pour ma part, je dois confesser qu'ayant moi-même été victime de ces pratiques dommageables, la situation décriée par ces concitoyens est avérée et grave. C'est un commissaire qui vous dit ça, hein? Que lui-même il a subi. Aussi, le poste préconiserait-il que des mesures de redressement appropriées soient prises, non seulement pour sécuriser les importations, ressources, entre parenthèses, deniers publics, que perd l'État dans ces pratiques coupables, mais également pour sanctionner les auteurs de 10 actes afin d'éradiquer cet état de choses qui plombe la réputation de nos ports dans un environnement portuaire mondial et africain très concurrentiel et qui ternit l'image de notre pays et compromet la destination Cameroun aux yeux de potentiels investisseurs porteurs de richesses et de développement. Hautes et différentes considérations. Lyon, le 4 décembre 2024, le chef de poste de liaison Interpol, Evina Ngolo Richard, commissaire divisionnaire, officier de renseignement criminel. Mesdames et messieurs, quand nous parlons, ils disent que nous exagérons. Et même quand je dénonce la police camerounaise, dont je vous parlerai, parce que là, il est commissaire divisionnaire, mais je vous donnerai le classement des polices les plus corrompues du monde et d'Afrique. Et vous allez voir que le Cameroun ne manque pas. Puisque d'ailleurs, on les appelle les mange-mille. Si donc toute la société est corrompue, même celui-là, puisque lui aussi, ses coéquipiers, ils sont dans le réseau de la corruption. Qui a installé ça? Qui a laissé faire ça? Pourquoi il n'y avait pas autant de corruption? Le Cameroun n'était pas un pays corrompu à l'époque d'Amadou Ahidjo. Le Cameroun n'avait jamais reçu toutes ces appellations honteuses. L'ambassadeur d'ailleurs a écrit au ministre des corrompus, le ministre des Finances, lui Paul Moutazé. Qui est plus corrompu que lui Paul Moutazé? Lui Paul Moutazé n'est pas l'ami d'Belinga. Ce n'est pas lui Paul Moutazé qui nous met dans cette situation avec les lignes 94, 65. Et on nous dit maintenant que comme ils ont fini de dépenser cet argent-là, ils ont fini de bouffer cet argent-là, c'est le même lui Paul Moutazé qui vient donc imposer les taxes à gauche, à droite. Je vais néanmoins lire. C'est le 9 décembre que l'ambassadeur a envoyé ce courrier à lui Paul Moutazé. République du Cameroun, ambassade en France, 73 rue d'Auteuil, 75 016 Paris, téléphone ceci et cela, tout et tout. Le courrier est d'ailleurs très urgent, numéro 1559-L-ACF-CAB-PC. L'ambassadeur a, Monsieur le ministre des Finances, objet. Dénonciation de la corruption rampante dans les services de douane au Cameroun. J'ai l'honneur de vous rendre compte que j'ai été saisi par le poste de liaison de la DGSN, près Interpol de Lyon en France, au sujet d'une corruption ambiante dans les services de douane au Cameroun qui s'opère dans le cadre des démarches de dédouanement des marchandises. L'officier camerounais de renseignement criminel au sein du centre d'Interpol de lutte contre les crimes financiers et la corruption et chef de poste de liaison du Cameroun à Interpol a tenu des séances de travail
avec 4 citoyens camerounais vivant en France, tous responsables d'entreprises agissant dans l'import-export. Ces interlocuteurs qui ont requis l'anonymat sont légalement établis au Cameroun et sont à jour pour ce qui est du paiement de leurs différents impôts et obligations fiscales. Et Paul Motaza a dit qu'il faut déclarer les impôts. Vous déclarez les impôts et ils vous remettent d'autres impôts. Ça, c'est l'ambassadeur qui dit que les gars ils payent leurs impôts, ils sont en règle. Mais au Cameroun, on n'est jamais en règle. Vous ouvrez un petit bar, ils sont là. Vous ouvrez un petit restaurant, ils sont là. Vous avez même, vous vendez les sucettes, ils sont là. Bien. Et ces derniers dénoncent tous des pressions multiples et une corruption sans gêne par les services de douane au Cameroun. Ces opérateurs économiques disent s'être confrontés à plusieurs reprises aux tracasseries et aux désagréments liés à la corruption au port de Douala et de Kribi. Port de Douala, Kribi, là. Ngonga. Et là-bas, c'est lui qui a nommé le directeur du port. Et il nous chante chaque jour que le port est devenu super bien depuis que Bolloré est parti. D'autres disent même, ils sont en train de recruter un colon. Ils sont en train de recruter l'époque de Bolloré. Ce que Cyrus Ngo a installé là-bas, ce n'est pas possible au port de Douala. Ce n'est pas possible. Ce sont des Bayan Selam qui sont installés partout. Vous vous rendez compte, si le Tchad aujourd'hui fuit, le Tchad préfère contourner, même le Congo préfère maintenant aller prendre ses marchandises à Pointe-Noire. Le Tchad prend maintenant jusqu'en Libye que de venir au Cameroun. Quand vous perdez donc tout ça là, juste parce que vous voulez vous enrichir, chaque fonctionnaire, chaque ministre compte, oh j'ai 10 milliards, j'ai 15 milliards, j'ai 40 milliards. Et on trouve ces milliards dans des maisons. Quel ministre camerounais n'a pas de milliards dans la maison? Lui, Paul Motaza, alors, n'en comptons pas. Mwondayola, alors, c'est la catastrophe. Mais parce qu'ils vivent de la corruption. Je reprends. Ces opérateurs économiques disent s'être confrontés à plusieurs reprises aux tracasseries et aux désagréments liés à la corruption au port de Douala et Kribi. Les fonctionnaires des douanes sont ici pointés du doigt et les différents postes de service semblent avoir été érigés en comptoir de raquettage, de rançonnement et de corruption flagrante. Ceci contribue à fragiliser notre économie, notamment en perte de recettes réelles, mais surtout joue un rôle majeur pour décourager la diaspora camerounaise à se déployer dans le secteur de l'investissement. Et qu'on vient de rappeler que nombre de chefs d'entreprise ici évoqués sont détenteurs de contrats les liant à des clients pour livraison des produits souvent périssables. Ainsi, les livraisons tardives entraînent un pourrissement des produits dû aux lenteurs causées par les douaniers racketeurs à l'origine des contentieux et pertes diverses. Ces hommes d'affaires camerounais soulignent que pour dédouaner les marchandises provenant de l'étranger, il est impératif pour eux de prévoir les frais officiellement, mais aussi obligatoirement des réserves et enveloppes à distribuer aux différents postes de passage des bureaux douaniers pour leur pot de vin, afin que les dits douaniers puissent libérer les marchandises. Il convient de rappeler que son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, a toujours appelé la diaspora camerounaise à s'investir pour le développement de notre pays. Ainsi, lors de la 56e édition de la Fête nationale de la jeunesse, le chef de l'État précisait que c'est le lieu ici, c'est le lieu de leur dire que le Cameroun a besoin de ses fils, y compris ceux de la diaspora qui désirent s'impliquer et s'engager
piège dans la dynamique nationale et républicaine et l'émergence de notre pays. Ainsi, le gouvernement entend-il, au cours de cette année, soutenir davantage l'initiative d'appel à projet lancée pour la participation des jeunes de la diaspora au développement de notre pays. C'est l'ambassadeur qui écrit que Paul Biya dit ça. Moi, je suis seulement dans le rôle de Paul Biya parce que vous savez que quand Paul Biya parle là, ça a un certain goût là. Bon. L'ambassadeur dit que le président Paul Biya ajoute dans ce même discours, le 11 février 2022, que avec la participation de plus en plus des jeunes de la diaspora à la construction de notre pays, le Cameroun a mis en place un cadre incitatif favorable à leurs initiatives entrepreneuriales à travers le programme d'aide au retour à l'insertion des jeunes de la diaspora. L'ambassadeur poursuit. Cet appel lancé par le chef de l'État a été suivi par plusieurs qui se sont heurtés à de multiples difficultés liées à la corruption et à certains fonctionnaires véreux de nos différentes administrations. L'officier de liaison du Cameroun suggère dans sa note qu'un guichet unique puisse servir pour garantir la célérité des opérations et surtout sécuriser les recettes financières recherchées pour le développement du Cameroun. Aussi, il est encouragé que des mesures de redressement appropriées soient prises, non seulement pour sécuriser les ressources, mais également pour sanctionner les auteurs de 10 actes de corruption, afin d'éradiquer cet état de choses qui plombe la réputation de nos ports dans un environnement portuaire, mondial et africain concurrentiel et qui ternit l'image de notre pays et compromet la destination Cameroun pour de potentiels investisseurs. L'ambassadeur André Manous Ekoum. Vous constatez donc que ceux qui passent le temps dans le régime Biya à nous dire que c'est nous qui salissons l'image du Cameroun à l'étranger, ou que c'est l'opposition, ou que ce sont des journalistes comme moi, vous voyez donc que l'ambassadeur, les services de renseignement, ou plutôt Interpol, vous n'allez pas dire que c'est une puissance étrangère qui est en train de salir l'image du Cameroun. Le port est géré par les Camerounais. Et la corruption est faite par les services, les fonctionnaires camerounais qui disent Paul Biya, Paul Biya, ayop, ayop, ayop. Voilà pourquoi est-ce qu'ils veulent que Paul Biya reste là. Parce que c'est le roi de la corruption. Vous croyez pourquoi est-ce que dans d'autres pays? Mais regardez au Ghana. Nana Akufo-Addo est arrivé. Il a dit, bon, moi je vais arrêter ça. Certes, on ne finit pas la corruption totalement. Mais lui-même est monté dans le véhicule. Il a commencé à sanctionner tout. La corruption a chuté de 95%. C'est-à-dire que pour que vous puissiez encore voir un policier accepter un pot de vin, vous lui proposez ça au Ghana, il vous amène au poste. Regardez le cas du Rwanda. Est-ce que le Rwanda a tout ce que le Cameroun a? Paul Kagame n'a pas fait les études comme Paul Biya. Mais regardez le Rwanda. Le Rwanda. Et il y a des routes qui sont propres. Et il y a des boulevards. Il y a des autoroutes. Mais regardez comment les Yaoundé Douala sont sales. Alors que nous avons du pétrole. Nous avons de l'or. Nous avons du gaz. Nous avons du diamant. Comment on peut être pauvre? C'est incroyable. Et on accuse les autres. 42 ans au pouvoir.
Et les gens ne mangent pas. Aujourd'hui, on vous fait comprendre que les Camerounais, 3 millions vont s'ajouter aux 8 millions de pauvres cette année 2025. 3 millions, et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont leurs propres statistiques. Pendant ce temps, les autres ne font que grossir, ils ne font que s'enrichir. Ils ne font que faire des blanchiments de capitaux au vu et au su du gouvernement, puisque ce sont les membres du gouvernement qui sont bel et bien là. Regardez le GICAM. Le GICAM dénonce justement ces systèmes de corruption. C'est-à-dire que les fonctionnaires du Cameroun, les membres du gouvernement, ceux qui prétendent être avec Paul Biya, selon le GICAM, font perdre, volent. C'est-à-dire que les recettes fiscales, ils volent 150 milliards à l'État. 150 milliards. C'est le GICAM qui le dit, ce n'est pas J. Reningom. Et je vous parlais tantôt des évasions fiscales. Dans ces évasions fiscales, vous croyez que c'est les gens seulement d'en bas en bas? Mais non, c'est des milliardaires qui bénéficient de la godasse et du parapluie des généraux ou encore même des frères, nièces, neveux du chef de l'État du Cameroun. D'ailleurs, parlant de l'évasion fiscale, regardez Franck Biya. Franck Biya n'a jamais déclaré les impôts. Pourtant, il a pillé et continue à piller. Il vient avec des Chinois, il vient avec tel, il vient avec ceci et cela. Il n'a jamais déclaré quoi que ce soit. Il n'a jamais donné dans les caisses de l'État un centime. C'est lui que lui, Paul Moutassé, nous montre ça. Que voici leur Franck Biya a déclaré ses revenus et a payé tel nombre d'impôts. Jamais, jamais, jamais. Et le pire aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a un autre qui se passe pour un milliardaire, qui est même un milliardaire, parce que on l'appelle Alkis Noubi. Alkis Noubi vient de délester à l'État du Cameroun 2 milliards, évasion fiscale, blanchiment. Aucun service n'a pu l'arrêter. Et pourtant, il y a une note de renseignement. Et Alkis Noubi a réussi à quitter le Cameroun en toute quiétude. Aucun policier, aucun gendarme, aucun douanier ne l'a arrêté. Le gars est sorti, tout le monde était là, au garde à vous, pour saluer un bandit qui pourtant ne fait que ruiner notre pays parce que même son père était déjà milliardaire. Mais là, Alkis Noubi bénéficie de la complicité de qui? Du frère de Paul Biya. Le même frère de Paul Biya fait des marchés avec Nganou Djoumessi. Quand vous voyez que les routes du Cameroun sont les plus chères du monde, et ne finissent jamais, et sont détruites avant même l'inauguration. Dans un pays normal, est-ce qu'un Nganou Djoumessi pourrait encore être dehors? Non. Mais puisque c'est la famille Biya, on les cite. Voici une note de renseignement. Note d'information à la très haute attention de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Objet: évasion fiscale, blanchiment de capitaux,
trafic d'influence et activités criminelles du nommé Alkis Noubi. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de porter à votre très haute attention une affaire concernant des affaires d'évasion fiscale, de blanchiment, de capitaux, de trafic d'influence et d'activités criminelles entretenues par le nommé Alkis Noubi, citoyen camerounais d'origine, marié à une femme allemande, en service en République du Congo. En effet, Sieur Alkis Noubi, spécialisé depuis de longues années dans l'évasion fiscale et le refus de se soumettre à la législation en matière de paiement des impôts, a récemment confisqué les véhicules de l'État. Alors que des inspecteurs des services des impôts étaient venus procéder à un contrôle dans son établissement. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'un bandit a confisqué les véhicules de l'État, alors que ce sont les contrôleurs d'impôts qui confisquent plutôt souvent les biens de ceux qui ne paient pas les impôts. C'est exactement comme ça que Paul Motazé a aussi procédé avec Amouk Belinga. Vous avez vu que Amouk Belinga est parti, on vous dit que oh, il doit payer, il a obtenu les marchés de 100 milliards. Après, il doit payer 30 milliards à l'État. Après, non, c'est qu'il doit payer 10 milliards. Après, c'est que 9 milliards. Après, lui, Paul Motazé dit que ce sera 1 milliard et 300 milliards. Il n'a même jamais payé. Et Amouk Belinga a mis plutôt les contrôleurs en prison, hein, une femme, et menacé les autres qui avaient fui, avec la complicité de lui, Paul Motazé, à qui on a adressé la lettre. L'ambassadeur a adressé la lettre. Voici donc Alkis Noubi, qui a confisqué, il arrache les véhicules des contrôleurs des impôts. C'est resté là chez lui pendant 3 semaines. Ni la police, ni la gendarmerie, ni lui, Paul Motazé, n'ont osé lui lever le petit doigt. Atangandji a fui. Alkis Noubi. Fortement soupçonné d'être impliqué dans une évasion fiscale de 2 milliards de francs CFA, il n'a pas hésité à narguer la mission de contrôle qui avait mis son établissement sous scellé en faisant sortir des camions de cigarettes pour écoulement dans les marchés de plusieurs régions du pays. Vous voyez, non? Ce monsieur, on avait scellé son entreprise. Il est venu, il a décelé les bêtises. Est-ce que vous avez entendu Atangandji parler de ça à la télé? Vous avez vu Atangandji organiser une conférence de presse? Mais pour une association, le REDAC, Atangandji a couru. Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est très grave. Ici, on parle d'une évasion fiscale avec des services de renseignement qui ont établi, qui ont envoyé à la délégation générale de la Sûreté nationale et qui ont saisi le président de la République. On est parti, le type a décelé son magasin et a fait évacuer des cigarettes qui sont importées, on ne sait d'où, avec quelle matière, et il a confisqué les véhicules de l'État. Atangandji n'a pas dit le moindre mot. Depuis la Côte d'Ivoire, Sieur Alkis Noubi a trouvé refuge. Après avoir manœuvré pour envoyer son frère en prison au Cameroun, lequel a dû s'évader, avec l'aide des magistrats, il a constamment fait recours au service d'un certain Tabi qui lui sert de bras séculier dans ses basses manœuvres. C'est-à-dire que Alkis Noubi est parti enfermer son propre frère. Et maintenant, son père lui a dit, fais sortir ton frère. Il a dit à son père, pour que je fasse qu'il sorte là, puisque toi-même tu es milliardaire, tu me donnes 15 hectares de ton terrain. Alkis Noubi, hein? Parce que son père était, quoi là, il était représentant de qui là?
il représentait, je crois, Actis ou bien, ou quelque chose comme ça, au Cameroun, ou Singer, je ne sais plus. Toujours est-il que lui-même, c'était un autre dont on n'a jamais vu là où il a payé les impôts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment certains de nos magistrats, à 80-90% sont aussi corrompus? Parce que c'est ça le problème. Les policiers sont corrompus, les gendarmes sont corrompus, les magistrats sont corrompus. Le frère est parti. Il a donné quelques millions aux magistrats. Ah, les magistrats, on lui dit, fuis. Il est sorti. Et il est parti. C'est ça que je voulais que vous compreniez comment est-ce que cette note de renseignement, c'est-à-dire qu'il parle de ça là-dedans. Et le tabi dont il parle là, c'est un anglophone. C'est un anglophone, parce que quand vous entendez tabi, vous allez croire que c'est un écambéti. C'est un anglophone qui est aussi dans la pémania grave. Et c'est lui qui lui sert donc de bras séculiers dans ses basses manœuvres. C'est ce dernier qui l'utilise dans la fraude des impôts, la falsification des données sur les véritables revenus de ces sociétés écrans au Cameroun et la corruption des agents publics. Ce dernier qui se fait passer pour, écoutez-moi bien, maintenant on y arrive. Là il y a les trafics d'influence et parfois ce n'est pas faux. Parce que si c'était faux, on nous aurait arrêté. Je reprends. Ce dernier qui se fait passer pour le neveu du général Elokobi n'est d'ailleurs pas seul dans cette opération. Sieur Noubi brandit constamment le nom de Pierre Meba, votre frère, c'est-à-dire le frère de Paul Biya, puisque la lettre s'adresse à Paul Biya. Votre frère, comme étant son protecteur, qui lui assure toute la couverture dont il a besoin dans l'exercice de ces nombreuses opérations malveillantes et pour lesquelles les services de renseignement sont activés. Il traîne aujourd'hui beaucoup de plaintes au Cameroun de la part de ses anciens associés, de ses employés et même de son propre père, géniteur, pour les motifs de faux et usage de faux, manipulation, mensonge et braderie de l'héritage foncier. Au moment où nos services intelligents ont localisé Sieur Alkis Noubi en Côte d'Ivoire, nous venons suggérer, sauf meilleur avis de votre part, Excellence, Monsieur le Président de la République, que les autorités ivoiriennes soient tenues informées du caractère extrêmement dangereux de cet homme dont les agissements ne sauraient engager le Cameroun, mais également qu'il soit interpellé le moment venu au Cameroun. Votre autres instructions nous obligeraient. Puisque c'est un agent de renseignement, je ne vous donne pas son nom. Voilà donc un cas où vous constatez quand même que la note de renseignement est allée jusqu'à Paul Biya. Cette note de renseignement, à Tangan, il l'avait. Papa Mbargangale, ayo, ayo, Papa Mbargangale, ayo, ayo. Il avait ça. Comment se peut-il que les ports, les frontières, les aéroports du Cameroun soient sécurisés? Nous dit-on. On arrête seulement les activistes. On dit, on fouille Facebook. Hey, est-ce que tu as dit quelque chose contre le régime? Est-ce que tu as dénoncé un truc pour le vol? Est-ce que tu as dénoncé ceci et cela? Boum, on te prend. Mais ceux qui volent, ils sont en toute liberté. Ils se baladent. Ils pillent les caisses de l'État.
c'est quoi? Le pire, c'est que nous avons une Assemblée nationale. Ces sujets-là ne sont pas débattus là-bas. On présente un budget. Les députés devraient quand même dire que mais vous allez même prendre cet argent-là où? On parle de l'évasion fiscale. On parle de ceci, on parle de cela. Mais vous venez seulement nous présenter chaque jour que il faut augmenter les taxes pour les populations. Est-ce que ce sont ces populations? Est-ce que c'est le bas peuple qui profite de ces malversations? Est-ce que c'est le bas peuple qui est à l'origine de la corruption? Est-ce que c'est le bas peuple qui a pillé les caisses de l'État jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui au rouge? Nous sommes un État en faillite. Mais la vraie faillite, comme je le dis, c'est justement aussi cette assemblée. Un projet, une loi de finances, ça passe comme une lettre à la poste. Et les députés sont là, ils font seulement Ils vous disent, l'année prochaine, chacun vient jouer le théâtre, il fait semblant d'être un grand opposant là. Après avoir fait un discours, allez, il va manger avec eux. Les députés eux-mêmes, ils font des marchés. Vous allez voir, par exemple, l'honorable Joshua aussi, quand vous l'entendez parler, devant lui, Paul Motazé fait semblant d'écrire. Mais dès qu'il finit ça, avant de venir parler, lui a dit, je vais te dire ça. Il dit, oh, on va jouer. Pour le peuple, devant le peuple, on va faire le théâtre. Et après cela, c'est lui qui paye encore des marchés. Puisque, par exemple, la location des avions, les surfacturations et tous les affaires de Camerco, qui sont, Cameroun Airlines, qui sont finis là, vous allez retrouver les députés de l'Assemblée qui font des marchés, qui surfacturent des marchés, dont ils ne s'occupent pas du bas peuple. Et pourtant, ils sont supposés être les représentants de ce bas peuple. Comment est-ce qu'on peut me dire que lorsqu'on voit le budget de l'État du Cameroun, on ne voit pas le côté social? On ne voit que des endroits où... C'est terrible. Je vais vous faire écouter Joshua qui ici devient un grand opposant pour vous dire que non, le régime est tout. Voilà, vous avez fait ceci et cela. Allez, on va changer ça. Allez, on y va. Il ne faut pas venir nous donner toute cette littérature ici. Il faut nous dire exactement ce que vivent les Camerounaises et les Camerounais. Et vous-même, vous nous avez informé qu'au Cameroun aujourd'hui, les jeunes, l'inflation est de 14% sur les produits de première nécessité. Au niveau du chômage, 39,3% des jeunes sont au chômage. Très honorable président, au niveau de la pauvreté, dossier dont vous connaissez très bien et que vous défendez au fait que vous attaquez très bien dans votre circonscription, près de 2 sur 5 Camerounais vivent avec moins de 813 francs par jour. Voilà le bilan de la loi de finances 2024 et ce projet de loi qui a été présenté et qui a été bâclé parce que nous n'avons pas eu le temps de travailler va rendre ces statistiques, malheureusement, pour ceux que nous représentons, encore pire. Très honorable président, je voudrais juste dire que nous avons une responsabilité en tant que représentation nationale. Nous avons la responsabilité de défendre l'intérêt du peuple camerounais et non celui du gouvernement. Nous avons la responsabilité de nous assurer qu'à la fin de notre mandat, nos concitoyens s'en sortent mieux qu'aujourd'hui. Hélas, année après année, j'ai l'impression que les 24 milliards qui sont alloués à cette chambre, c'est comme de l'argent jeté à la poubelle. Parce que la loi la plus importante
celle qui définit le quotidien de tous les Camerounais, est préparée en excluant les politiques. Et ça doit prendre fin. C'est le plaidoyer que j'ai ici aujourd'hui. Très honorable président, j'appelle ce pupitre le mur de lamentation. J'espère que l'année prochaine, nous aurons un nouveau gouvernement, nous aurons un nouveau chef d'État et nous aurons finalement une loi de finances qui respecte le peuple camerounais. Merci beaucoup. Des paroles agréables à écouter. Un engagement certain. Mais si vraiment nos opposants étaient sincères, allaient-ils continuer à aller siéger à l'Assemblée aussi calmement et voir ces lois passer? Dans d'autres pays, on voit même des bagarres à l'Assemblée ou à l'hémicycle. Dans d'autres pays, on voit comment est-ce que les députés sont capables, qu'ils soient de l'opposition ou qu'ils soient du gouvernement, parce qu'ils représentent le peuple. Ils sont capables de pouvoir s'entendre. Mes chers députés, trêve de comédie. Le peuple a tant été trompé. Allez-vous continuer à nous prendre comme ce qu'on appelle dans le langage populacier vos mougous? Aujourd'hui, l'honorable aussi dit qu'on attend un nouveau gouvernement. Magnifique. Qu'on attend un nouveau chef d'État en 2025. Fantastique. Sauf qu'en 2025, Paul Biya, non seulement va encore manipuler l'élection, mais surtout, Joshua aussi sera le premier à reconnaître que Paul Biya a été élu. Et il sera là à la prestation des serments du même Paul Biya, qui dit aujourd'hui que l'année prochaine, on aura besoin on aura un nouveau gouvernement, on aura un nouveau président. Ces mêmes paroles, vous allez voir, Joshua aussi, il sera l'opposant de l'opposition. Parce que lui, il prend son pognon à la présidence. Il loue les avions à Paul Biya. Si un nouveau président vient là, vous croyez que Joshua aussi va encore faire le gombo? Il va encore faire son business? Il ne va pas le faire. Donc, il y a des opposants qui ne rêvent que d'une seule chose. Que Paul Biya soit là à vitam aeternam. Ça fait leurs affaires. Ils vont là-bas, ils font leur théâtre, après ils s'embrassent, et ils vont chez Cavalier Yege Djibril qui donne aussi des marchés. Quand il parle de 24 milliards, mais il dit que c'est l'argent qui est jeté comme ça. Mais cet argent est jeté pour qui? C'est pas pour ces députés-là. Imaginez combien de députés le SDF avait. Ils ont trompé le peuple. Imaginez le nombre de députés que l'UNDP avait. Ils ont préféré aller s'allier au RDP. C'est-à-dire que Beno Bouba était le fils d'Amadou Ahidjo. Paul Biya l'a exilé au Nigeria. Le même gars revient et dit, je combats Paul Biya. Je suis opposant. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est lui qui repart soutenir le même Paul Biya, oubliant le cadavre de son propre père à Dakar. Tout ça pour le ventre, pour leur bien-être. Comment vous pouvez comprendre que Issa Chiroma, il insultait Paul
Biya disait que c'est la malédiction du Cameroun. Comment est-ce possible que Issa Chiroma qui a été jeté en prison, on a ouvert sa bouche, on faisait pipi dedans. On lui dit avale. Issa Chiroma que vous voyez là, a avalé les pipis. On le torture. Il revient, on lui donne un peu d'argent. Il tourne le dos au même peuple. Maintenant, regardez le nombre de députés qui est à l'Assemblée de l'opposition. Parce que chacun va chercher sa part d'argent. Il y a, à une certaine période, on a pensé, on a cru aux gens comme les gens Jacques Kindi. Il a dit qu'il était chasseur de lions. Les Camerounais ont couru derrière lui. Le gars s'est retranché, il s'est transformé en chaton. Miaou, miaou, pour aller mendier un morceau de viande auprès du même lion qu'il voulait chasser. Regardez, Djekam Tchameni. Combien de gens sont partis en exil à cause de lui? Parce qu'il faisait croire qu'il était un super grand opposant. Mais qui part derrière, dans la nuit, est reparti négocier, vendre la même opposition. Et finalement, on se retrouve dans un parlement où on n'a qu'un seul opposant. C'est-à-dire que c'est Nietzsche. C'est Nietzsche qu'on a cherché à corrompre, à faire ceci et cela, et qui au moins exprime encore quelques intentions pour le peuple camerounais. Mais Nietzsche seul, face à tout ce monde-là, à ces comédiens qui attendent 2025, c'est-à-dire que lorsque la campagne est lancée, d'ailleurs elle est déjà lancée, chacun va attendre sa main. Tous les discours que vous entendez là, c'est pour négocier à la hausse leur per diem, leur gombo. Que bon, si vous ne me donnez pas, moi, je vais tourner le dos. Hein. Donc, donnez-moi. On lui dit que, oh, prends 500 millions. Non, 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 non. Ajoutez. On dit 600 millions. Oh, non, 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 ajoutez. Je veux 1 milliard. On dit, qui est le gaz? Toi aussi, n'est-ce pas, tu as déjà beaucoup mangé. Tu as tel ou tel marché. J'ai ajouté alors, ajoutez encore. On lui donne 10 marchés. Il y a même un député qui se félicitait là, comme vous voyez, comment j'ai les grosses joues. Ah, vraiment, je n'ai pas fait. Il gagne 1 million. Hein? Oh. Au moment où il le disait, il a oublié que ceux qui l'ont élu, alors qu'il avait promis changer leur vie au Parlement, qu'ils n'ont rien vu, même pas baigné, ils ont vu plutôt la vie se dégrader. Les conditions de vie devenir encore de plus en plus difficiles. Et en 2025, ils seront incapables de faire l'union sacrée au nom du peuple. Vous allez voir, chacun va dire, oh non, c'est que vraiment, si je veux m'associer à tel, oh non, c'est l'autre là, et tout, et tout, et tout. Jusqu'à 2 mois de l'élection. Et à 1 mois de l'élection, ils iront en rang dispersé. Et comme d'habitude, le RDPC, ou plutôt Paul Biya, les résultats sont connus d'avance avant même le lancement de la campagne électorale. Mais le seul échec qu'ils pourront avoir cette fois-ci, c'est que cette jeunesse qui, de plus en plus, est nombreuse, souffre, n'a pas d'emploi, et voit ce qui se passe dans d'autres pays, cette jeunesse-là, c'est elle qui va gagner le combat.